Voilà, donc tu as bien compris le public, hein, c'est tout le monde, hein, y compris des personnes de l'extérieur, des étudiants, y compris peut-être, parce qu'ils sont invités, des médecins de ville. Et c'est pour ça que c'est entre midi et 2 pour essayer de mobiliser le plus de personnes possible. Voilà, je te donne le micro. Merci. Je vais mettre là parce que je pense qu'il faut que ça... Bon, merci beaucoup. Bon, bonjour tout le monde. Alors. Et je vais donc en effet essayer de vous faire un petit point sur ce qu'on développe au niveau de la chaire BOPA. D'ailleurs, merci beaucoup Antoine pour cette invitation. Je suis très content de parler ici. Donc, je vais lâcher ça. Je pense que c'est... Faut que je parle dans le micro ou je parle là? Dans le micro. D'accord. Donc, en pratique, je vais donc aborder le sujet un peu long, avec un titre un peu long, hein, le présent et le futur des jumeaux numériques dans le parcours patient, la planification et la sécurité au bloc opératoire dans la prise en charge des cancers du foie, puisque moi, je ne fais que du cancer du foie et en particulier du carcinome hépatocellulaire. Alors, je remercie Irène Vignon-Clémentel et Stéphane Cotin qui travaillent avec moi depuis très, très longtemps et qui travaillent à l'INRIA parce que tous les travaux que je vais vous montrer, c'est des travaux qui sont vraiment le fruit d'une collaboration entre l'assistance publique d'hôpitaux de Paris et l'INRIA et aussi un peu l'INSERM. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt puisque je suis à l'origine d'un truc qui s'appelle la chaire Innovation BOPA, qui est un laboratoire autour de l'innovation au bloc opératoire, qui est financé par des mécènes avec des startups qui sont dedans. Et si j'ai un conflit d'intérêt, c'est qu'on a créé une startup qui s'appelle Twinical, qui fait des jumeaux numériques en chirurgie du foie, qui sont, vous allez voir, des reconstructions 3D du foie qui se développent, donc qui se déforment, pardon. Donc cette chaire BOPA, en fait, elle s'organise autour de différents éléments. Et je vais vous parler en particulier des data. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chaire BOPA, elle a pris de l'ampleur puisque maintenant, elle a été à l'origine d'un tiers-lieu d'expérimentation numérique qui s'appelle BOPEX, qui est à Bruxelles et qui était le premier tiers-lieu d'expérimentation numérique de l'AP-HP, dont l'objectif est vraiment d'évaluer des solutions numériques au bloc opératoire dans toutes les spécialités, et pas uniquement la chirurgie hépatobiliaire. Et puis, on a obtenu récemment un sésame filière France 2030 pour créer un plateau de radiologie interventionnelle autour toujours des jumeaux numériques et qui va être localisé à Paul Brousse avec une collaboration avec le Paris-Saclay Cancer Cluster qui est de plus en plus importante. Donc ça, c'est les gens qui travaillent avec moi. Il y a au total une quarantaine de personnes qui bossent avec moi, que ce soit des mathématiciens, des chirurgiens, des anthropologues, des sociologues. C'est vraiment une approche à la fois humaine et technologique. Et ça, c'est un problème de fond, c'est qu'on veut vraiment apporter de la technologie, mais de la technologie qui est acceptée par les gens qui bossent au bloc opératoire. Ça ne sert à rien d'imposer des trucs, sinon ça ne marche pas, ça ne s'implique pas. Donc, je vais vous parler de 3 minutes de mon métier. Mon métier, ça consiste à enlever des boules dans le foie qui sont au milieu du foie avec, évidemment, dans le mentionné des cancers, en abordant cet organe qui est un organe plein par les feuilles, si j'ose dire. Le foie, c'est comme un brocoli et vous êtes à l'extérieur du brocoli et au milieu du brocoli, il y a une tumeur et l'objectif, c'est d'enlever les branches du brocoli qui sont responsables de la vascularisation de la région où il y a la tumeur en respectant les autres branches. Okay, ça, c'est mon métier. Et l'objectif, c'est qu'évidemment, il faut conserver suffisamment de foie pour pouvoir avoir alors ça ne marche pas, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a un organe qui se déforme. C'est un organe qui est mou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toute la réflexion qu'on a sur les scanners préopératoires, où ce sont des organes qui sont fixés en position physiologique, ils n'ont plus de valeur lorsqu'on prend en charge des malades, puisque évidemment, lorsqu'on les attrape, on va déformer l'anatomie. Et c'est tout le problème de mon métier, c'est qu'on réfléchit sur des anatomies qui sont des anatomies au scanner avec des organes fixés et que dès qu'on commence à les tripoter, eh bien, on va modifier l'anatomie. Donc, c'est un des problèmes. L'autre sujet, c'est que la chirurgie du foie, ça reste quand même une activité à risque puisque ça, c'est la mortalité de la chirurgie du foie. La mortalité de la chirurgie du foie, c'est pour une chirurgie particulière, mais c'est des hépatectomies majeures telles qu'on fait, nous, dans des centres hospitaliers universitaires, c'est quand même autour de 10%. Si on prend de la chirurgie pour des tumeurs complexes. Et donc, on considère que si on a 10% de mortalité, c'est normal. Et bah, pour moi, ce n'est pas normal,
puisque c'est de la chirurgie programmée, donc on doit être capable de s'améliorer. Et ça fait des années et des années que je me dis que ce chiffre de 10% de mortalité après une hépatectomie majeure pour une tumeur de Klebsiella, c'est strictement anormal et on doit être capable de faire mieux. Il faut se poser la question sur comment faire des jumeaux numériques pour mieux planifier les opérations. Et vous verrez qu'à la fin de ce topo, le truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est la problématique de l'erreur au bloc opératoire et le lien qu'il y a entre l'erreur, l'événement désirable péropératoire et les complications post-opératoires. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ce qu'on peut appeler une boîte noire pour pouvoir identifier un peu ce qui se passe au bloc. Et c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup, beaucoup, dans lequel s'intégreront les jumeaux numériques. Alors, la chirurgie du foie, ça peut se faire grâce à ces deux bons hommes qui ont inventé une manière de regarder la réalité, c'est-à-dire l'anatomie hépatique, avec un monsieur Quinault, qui est un anatomiste des années 50, qui a finalement défini l'alphabet du foie. Donc, il a dit ça, c'est le segment 1, ça, c'est le segment 2, ça, c'est le segment 3, ce qui permet de nous parler de la même chose quand on regarde le foie. C'est intéressant, mais c'est un schéma. C'est-à-dire que c'est une vision très schématique de l'anatomie, mais qui correspond quand même à une certaine réalité, qui est vraie dans à peu près 50% des cas. Mais autour de ce schéma, il y a énormément de variations. Et donc, en fait, ce monsieur a inventé l'alphabet et ce monsieur-là, Henri Bismuth, a inventé des mots réalisés avec cet alphabet en disant ça, c'est l'hépatectomie gauche, ça, c'est l'hépatectomie droite, etc., etc. Donc, il y a des gens qui ont posé, si vous voulez, des éléments qui nous permettent de réfléchir, qui sont une première appréhension du réel avec le problématique de le simplifier un peu pour pouvoir communiquer. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça au début par rapport à ce que je vous dirai à la fin. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en chirurgie du foie, on a des éléments qui nous permettent de décider qu'est-ce qu'on peut faire comme opération. Si la fonction hépatique est normale, on peut faire des hépatectomies majeures. Si la fonction hépatique est moyennement normale, on regarde l'élastométrie du foie pour pouvoir mesurer le risque de décompensation. Et si jamais la tumeur est centrale, eh bien, on fait des destructions locales pour éviter de faire des hépatectomies. Si la tumeur est périphérique, on peut faire des hépatectomies sous cellio. Et lorsque l'élastométrie est élevée, on est obligé d'aller à la transplantation ou faire des hépatectomies très limitées. Donc ça, c'est une vision très schématique, mais ça marche assez bien. Globalement, si la fonction hépatique est normale, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et lorsque ça s'altère, on est obligé de choisir entre des destructions très limitées et puis la transplantation. Alors, il y a un truc qu'on n'analyse pas et qui est un élément majeur, c'est la position du cancer dans le foie. En fait, la position du cancer dans le foie, c'est déterminant pour savoir ce qu'on peut faire. Et l'élément, c'est que c'est extrêmement difficile de pouvoir caractériser avec précision cette position du cancer dans le foie. En particulier, on peut dire c'est profond, c'est superficiel, mais pouvoir l'analyser précisément, aujourd'hui, on n'a pas les outils. Donc, un de mes sujets, c'est comment on va pouvoir, avec beaucoup plus de précision, comment on va pouvoir inventer des moyens algorithmiques pour pouvoir analyser la position d'un cancer dans le foie et avec ses rapports en particulier avec les différents pédicules, parce que ce soit en poumon, en rein ou en foie, je suis absolument certain qu'un tout petit centimètre qui va faire que ça va être au contact d'un vaisseau ou pas au contact d'un vaisseau va tout changer dans la prise en charge. Et ça, c'est des éléments qu'on a du mal à pouvoir systématiser parce qu'on reste coincé dans cette vision un peu simpliste de Quinault en disant c'est une tumeur profonde, c'est une tumeur superficielle, mais ça ne veut pas dire grand-chose lorsqu'on veut aller un peu plus loin dans la précision chirurgicale. Alors, qu'est-ce que c'est que les jumeaux numériques? Les jumeaux numériques, c'est quelque chose qui nous permet finalement d'appréhender avec plus de réalité, entre guillemets, la complexité du réel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, chaque fois qu'on prend des décisions thérapeutiques, on est obligé de systématiser un peu les choses, simplifier parfois pour pouvoir prendre des décisions. Eh bien, en fait, le jumeau numérique, ça a pour objectif de créer une représentation numérique de la réalité anatomique et physiologique de manière à pouvoir, parler de la même chose. Et ça, c'est très, très important parce qu'en fait, la représentation mentale qu'on a d'une anatomie n'est pas la même en fonction des gens. Je suis absolument certain que les gens n'ont pas la même représentation mentale que la mienne lorsque je parle du foie, parce que ça fait 25 ans que je fais de la chirurgie du foie et qu'un petit jeune qui en fait depuis peu va connaître Quinault, mais il ne le verra pas comme moi en 3D. Donc, cette notion de référentiel numérique commun qui va nous permettre de parler de la même chose, c'est quelque chose de très important. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir adresser les patients au bon endroit et de pouvoir travailler sur quelque chose qui est fondamental, qui est la complexité chirurgicale. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'identifier des malades complexes et que ces malades complexes, il faut les mettre au bon endroit de manière à ce qu'ils soient opérés par les bons chirurgiens qui vont analyser
de manière extrêmement précise la situation pour pouvoir éviter les complications post-opératoires. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours de lien entre la complexité et les complications post-opératoires à partir du moment où vous avez identifié que c'était un malade complexe et que vous avez mis en place les éléments pour que ça se passe bien en post-opératoire. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que cette complexité, elle est éminemment dépendante évidemment de choses assez simples comme la fonction hépatique et la qualité du foie, mais de la position du cancer dans le foie. Et la position du cancer dans le foie, c'est quelque chose qu'il est très, très difficile de pouvoir faire comprendre à une machine, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. L'objectif, c'est de transférer l'expertise d'un expert dans un algorithme de manière à pouvoir justement stratifier malade complexe, malade pas complexe. Donc ça, pour moi, c'est la première application du jumeau numérique dans le parcours patient. C'est automatiquement être capable de faire complexe, pas complexe pour pouvoir envoyer le malade au bon endroit. La deuxième chose, c'est anticiper les conséquences anatomiques et hémodynamiques de nos chirurgies. Lorsqu'on fait de la chirurgie du foie, eh bien, il y a la problématique de cette déformation du foie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis il y a aussi la problématique hémodynamique de savoir si, au terme de l'hépatectomie, est-ce que la différence de pression qu'il y a entre la veine porte et la veine cave va être supérieure ou inférieure à 12 mm de mercure. Parce qu'on sait que cette différence de pression, elle est déterminante pour avoir ou pas des complications post-opératoires. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de se dire, ce malade-là, si je lui fais une hépatectomie majeure, au terme de l'hépatectomie majeure, on va avoir une différence de pression très importante, donc il ne faut pas la faire ou il faut la faire différemment. Et ça, on a du mal aujourd'hui à l'anticiper. Et la dernière chose, évidemment, c'est ce que je vous montrerai à la fin, c'est que l'objectif, c'est qu'on puisse avoir, à l'occasion de cette opération qu'on va réaliser, des éléments qui vont nous permettre de pouvoir justement recaler le modèle. Et ça, c'est tout l'objectif, c'est d'avoir une sorte de Google Maps préopératoire et péropératoire où vous allez avoir des éléments en péropératoire qui vont vous permettre de pouvoir aller dans la bonne direction, même si la direction que vous avez prise, ce n'est pas la direction que vous aviez anticipée au départ. Et ça, c'est un sujet extrêmement, extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'on ait la solution avant plusieurs années parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup de calculs et beaucoup, beaucoup de puissance de machine. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif. Donc, je vais commencer par cette notion de complexité pour adresser le malade au bon endroit. Donc, ce parcours patient dont on a parlé. Donc, l'idée, ça a été, et on a fait ça avec Omar Ali, et le papier est soumis là, dans un gros canard de tech. L'idée, c'est de se dire comment on peut essayer de définir une zone complexe entre experts, et que cette zone complexe, elle dépend évidemment de liens qu'il y a entre la tumeur et les vaisseaux. Et l'idée, c'est qu'un ordinateur soit capable d'identifier une anatomie spécifique qui est une anatomie complexe parce qu'elle a été dans du machine learning identifiée par plusieurs chirurgiens. Donc, on a pris 5 experts et on leur a dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une hépatectomie, qu'est-ce que c'est une anatomie complexe? Et on a réussi à déterminer ce que c'est une anatomie complexe. Donc, c'est quelque chose de très particulier entre la position de la veine porte et la position de la veine cave et les suies hépatiques. Et donc, on a été capable d'identifier ces malades-là. Et ensuite, on a demandé à un algorithme d'être capable automatiquement d'analyser des scanners. Et donc, ça a marché. On a été capable, comme ça, d'encapsuler dans un algorithme d'IA une analyse automatique des scanners qui nous permettent justement de pouvoir identifier des malades pas complexes. On a eu un dataset de training, puis de setting, puis de training, et on a été capable d'identifier automatiquement des malades complexes, pas complexes. Donc, voilà, ça, c'est des malades pas complexes où on était d'accord avec l'algo. Et puis ça, c'est des malades plus complexes où vous avez une tumeur qui est centrale avec une anatomie particulière. Alors, ça paraît comme ça un peu simple. On dit, bon, c'est gentil, il a été capable de pouvoir identifier une zone centrale dans le foie avec un algorithme. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a identifié, mais surtout, on a donné la possibilité à un ordinateur de pouvoir l'utiliser, la quantifier. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que si demain, moi, je veux analyser tous les malades qui ont une anatomie spécifique avec la veine hépatique comme ça et la veine susépatique comme ça, eh bien, je demande à mon algo de reconnaître cette figure géométrique sur des milliers de scanners, ce qui me permet de pouvoir ensuite mesurer de manière extrêmement précise l'impact de l'anatomie très particulière et l'interaction qu'il y a entre une boule et une anatomie. Et ça a une valeur très importante lorsqu'on veut, par exemple, évaluer les conséquences des traitements locaux dans les tumeurs du foie. Eh bien, ça, on va pouvoir le faire de manière automatique. Et l'objectif, c'est que vous mettez votre malade dans la machine, le scanner, et à la fin, le scanner dit malade complexe envoyé à Paul Brousse
ou malade complexe, pas complexe, vous pouvez l'opérer à la clinique parce que c'est une lobectomie gauche simple. Et on a l'impression que c'est évident, mais je vous assure que moi, j'ai vu des chirurgiens se lancer dans des chirurgies extrêmement complexes parce qu'ils n'avaient pas justement identifié le lien qu'il y avait entre la suze hépatique et la veine porte. Donc ça, c'est une première manière de pouvoir faire de l'IA pour faire des jumeaux numériques qui vont nous permettre justement de quantifier la complexité, et ça consiste en effet à pouvoir encapsuler de l'expertise métier dans un algorithme. Alors, demain, ce qu'on va faire, et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, de manière prospective, en faisant ce qu'on appelle du deep learning, de pouvoir enregistrer au cours du temps le ressenti de la complexité par le chirurgien expert. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de grader au terme de l'hépatectomie, malade complexe, malade pas complexe, et ensuite, on va filer à l'algo qu'on a fait des nouvelles données pour que lui puisse automatiquement découvrir où est-ce qu'elle est la complexité, et peut-être que lui va identifier des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, ça, c'est la première chose, c'est le côté parcours patient. Le deuxième, c'est quelque chose autour des problématiques de l'anatomie et des conséquences hémodynamiques. Je vous ai montré tout à l'heure que l'anatomie du foie, c'était une anatomie qu'on lit de manière un peu simplifiée parce qu'on a besoin de pouvoir communiquer entre humains, mais que finalement, souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que notre jeu consiste à opérer cette vision-là avec finalement cette réalité-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un travail qui a été fait par un bonhomme qui s'appelle Pietro Baino, qui a regardé plusieurs scanners et qui a bien montré qu'il y avait beaucoup de variations autour du modèle de Quinault. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette vision schématique de Quinault, elle ne suffit pas lorsque vous voulez faire de la chirurgie extrêmement précise. Et donc, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de cette complexité. Alors, ça existe déjà depuis très longtemps, et ça, c'est des choses qui sont commercialisées, qui consistent à faire une reconstruction 3D du scanner en préopératoire, à partir du scanner en 3 temps, et ensuite, vous allez cliquer sur le pédicule hépatique que vous voulez resséquer. Donc, je vous parlais d'un brocoli, c'est exactement ça. Vous allez cliquer sur la branche du brocoli et vous allez voir comme ça quelles sont les feuilles qui en dépendent, de manière à pouvoir couper exactement la bonne branche pour pouvoir enlever le bon volume de tumeur. Donc ça fait longtemps que ça existe, on l'utilise fréquemment, on l'utilise même au quotidien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette vision-là des choses qui consiste à aller beaucoup plus loin que le modèle de Quinault, il a été développé il y a très longtemps par des Japonais, enfin très longtemps, en 2005, pas si longtemps, ça fait 20 ans quand même, et eux, ils ont bien compris depuis très longtemps que le petit détail anatomique, justement, c'est cette petite branche-là, et si vous ne respectez pas cette petite branche-là, vous tuez le malade parce que vous n'êtes pas capable de faire une embolisation portale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'entre ça et ça, on passe de 500 à 478. Et donc, si vous chibrez cette petite branche lors de l'opération, vous tuez votre malade parce qu'en fait, quand vous êtes à 478, il faut faire une embolisation portale pour éviter les choses. Donc, c'est un tout petit détail qui va faire basculer le malade. Et eux, les Japonais, ça fait très longtemps qu'ils regardent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière très automatique, et je suis sûr qu'en chirurgie thoracique, c'est la même chose, on fait de la reconstruction 3D, et ça, c'est un truc qui est hyper connu qui s'appelle Synapse, qui nous permet de faire de la reconstruction 3D de manière très automatique, et ça met 2 minutes, vous cliquez dessus, en 2 minutes, vous avez votre reconstruction 3D, et très clairement, maintenant, il y a plein de papiers qui montrent que si vous utilisez ces outils de reconstruction 3D en préopératoire pour planifier vos opérations, il y a moins de complications, et en plus, vous allez diminuer le risque de laisser du parenchyme mal vascularisé, ce qui va améliorer donc le pronostic oncologique, comme on l'a montré récemment. Alors, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, ces reconstructions 3D, elles sont intéressantes, mais elles ne se modifient pas dans leur comportement lorsque vous touchez le foie. Ça veut dire que, je vous ai montré tout à l'heure, que lorsque vous attrapiez le foie, il se déformait. Et tout l'objectif, et nous, ça fait des années qu'on travaille dessus, c'est de fabriquer des jumeaux numériques, ça veut dire des reconstructions 3D qui ont les mêmes composantes biomécaniques que le réel. Ça veut dire que lorsque vous allez bouger le foie réel, le foie virtuel va bouger de la même manière, mais le plus important, évidemment, c'est que les mouvements vont impliquer des déformations de l'anatomie interne. Parce que, évidemment, vous voyez le virtuel et le réel avec vos yeux. Pour la surface, on s'en fout, vous l'avez sous les yeux. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur. Donc, toute l'idée, ça a été de travailler avec Stéphane Cotin et de développer ce genre de choses, qui est un papier qu'on a publié en 2019, ça c'est assez ancien, où vous voyez qu'on a un foie virtuel
qui, lorsque on le bouge comme le réel, parce qu'au-dessus, on a un lidar qui nous permet de faire une reconstruction 3D et d'analyser en temps réel les mouvements, avec de la vision par ordinateur qui suit autant que faire se peut, et on a beaucoup progressé depuis ces années-là, le modèle. Et là, l'idée, c'est que lorsque on tord les veines, on tord le foie, les veines hépatiques à l'intérieur, elles bougent de la même manière. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir valider que ces déformations internes sont justes, de manière à pouvoir avoir une chirurgie extrêmement précise qui va intégrer ces problèmes de déformation. Alors, comment on a été capable de pouvoir montrer que nos modèles étaient justes à la fois à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur? Et bien, ce qu'on a fait, c'est que comme moi, je fais de la transplantation, j'ai enlevé des foies qui étaient des foies entiers de patients qui étaient malades du foie. Ces foies entiers, avant de les mettre en anapathe, je les ai fait passer par la case scanner, je les ai mis dans une boîte et en fait, j'ai injecté du produit de contraste dans les voies biliaires pour pouvoir avoir des éléments intrahépatiques. Je les ai mis sous un scanner et j'ai déformé le foie réel en ayant reconstruit en même temps le foie virtuel et en tirant sur le kiki du foie à droite ou à gauche, j'ai vérifié que le virtuel suivait le réel et j'avais un outil pour pouvoir appréhender le réel qui était le scanner qui regardait les vraies structures. Donc, on a montré que ça marchait, qu'on est capable de faire des choses de plus en plus fluides et qu'on a grosso modo un delta qui est de 3 mm environ. Alors ça, c'est les derniers travaux qu'on est en train de faire. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont plus justes encore que ce qu'on était avant. Et ça, vous voyez que les vaisseaux se déforment à l'intérieur et on est en train de valider petit à petit ces modèles. En fait, on est en train de faire quelque chose qui finalement va être de l'échographie augmentée. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait de la chirurgie du foie, là, ce qu'on fait, c'est de la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, le réel, vous l'appréhendez avec vos yeux pour ce qui est surfacique. Mais pour ce qui est de l'intérieur du foie, eh ben, le chirurgien que je suis n'a comme élément pour analyser le réel à l'intérieur du foie que l'échographie. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va faire de l'échographie augmentée puisqu'on va pouvoir bouger la sonde d'échographie sur le foie réel et on va avoir une échographie augmentée virtuelle de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va voir, on va exactement pouvoir se repérer en temps réel avec l'échographie. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on a créé une start-up qui s'appelle Tounical, qui est donc issue d'une collaboration entre l'APHP, l'INRIA, qui est donc une boîte qui a récupéré récemment le iLab, et une entreprise qui a maintenant 6 mois, qui est en train de se développer. Et le premier objectif, c'est de fabriquer ça, ces jumeaux numériques péropératoires qui se déforment, qui ont été validés sur des foies explantées, avec un objectif de pouvoir faire une chirurgie extrêmement précise qui va passer par une échographie augmentée, justement aidée par la reconstruction 3D temps réel. Donc, l'autre élément, c'est comment anticiper des problématiques hémodynamiques. Je vous ai dit tout à l'heure que notre problème, c'était de ne pas se retrouver au terme de la chirurgie avec une différence de pression entre la veine porte et la veine cave qui était supérieure à 12 mm de mercure. Si on a une différence de pression, le malade va mourir d'insuffisance hépatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir anticiper ce problème? Eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder le volume de foie qu'on va laisser. On calcule un peu bêtement le volume de foie et on s'est rendu compte que lorsqu'on était à un ratio qui était inférieur à 0,5% du poids du corps, eh bien, il y avait un risque d'insuffisance hépatique. Donc, aujourd'hui, le seul élément qui est un élément purement un peu empirique, c'est de dire, si jamais tu laisses un gros morceau de barbac, ça se passe bien en post-op. Si tu en laisses un petit morceau, ça ne se passe pas bien. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin que uniquement cette évaluation volumétrique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait avec mes camarades, cette fois-ci, de l'autre côté de l'INRIA, qui font des mathématiques autour de la modélisation hémodynamique, des analogies électriques entre ce qui se passe au niveau de la circulation, artère, porte, suisse hépatique, cœur, poumon, pour pouvoir justement modéliser mathématiquement les conséquences de nos actes et voir si on était capable de pouvoir reproduire des éléments qu'on va observer en péropératoire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? L'idée, c'était de se dire, je ne veux plus utiliser le volume, ou en tout cas, je veux mettre un volume fixé et voir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Et les éléments, c'est qu'on a été capable de pouvoir simuler
des gradients avec ce modèle mathématique. Et évidemment, on a ensuite regardé ce qui se passait en préopératoire. Et les éléments qu'on a fait rentrer dans le modèle en préopératoire, c'est quoi? Ce sont des IRM de flux qui vont permettre d'évaluer en particulier le flux sur le foie en entier, évidemment, dans la veine cave et dans la veine porte, et une évaluation du débit cardiaque qu'on peut faire même avec une échographie cardiaque. Et en fait, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a mis ici le volume qu'on voulait, qu'on a prévu de laisser. Donc, on dit, voilà, on est en dessous de 0,5%, par exemple, on est à 0,4%. Normalement, on ne peut pas opérer le malade à 0,4%. Et on regarde ce que ça donne avec notre modèle. Et on a montré que notre modèle était fiable et capable de prédire le gradient porte-cave. Donc aujourd'hui, on est en train de, ça on l'a publié dans un grand canard qui s'appelle J-Pathol, qui est un grand canard des pathologies. C'était le premier modèle de jumeaux numériques qui permettent de prédire le gradient porte-cave au terme d'une hépatectomie en considérant le volume qu'on va laisser. Et aujourd'hui, on est en train de le valider dans un ERC qu'on fait avec l'INRIA pour justement être capable de valider de manière prospective notre truc. Donc, je n'ai pas encore la réponse, mais l'objectif, ça va être de pouvoir justement, de manière beaucoup, beaucoup plus précise, être capable, en fonction de données hémodynamiques préopératoires, de prédire les conséquences de nos actes. Alors, évidemment, si on est capable de faire ça, ensuite, on va pouvoir réfléchir à des transplantations de foie partielles, etc., etc. Et puis, le sujet, ça va être d'être capable de pouvoir anticiper les conséquences de l'anesthésie générale. Et ça, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure le débit cardiaque et la pression porte et la pression cave chez un malade qui est au scanner réveillé. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de la chirurgie, il y a des pertes sanguines, il y a des débits cardiaques qui se modifient, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est une collaboration qui se fait largement avec les anesthésistes parce qu'on a besoin d'avoir des données préopératoires pour nourrir le modèle. Alors, ce que je vous ai montré là, c'était de la modélisation 0D. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec des petits camarades autour de, non pas de la 0D, mais de la 3D. Je ne sais pas comment ça se passe en chirurgie du poumon, mais la chirurgie du foie, c'est une chirurgie qui est éminemment dépendante de flux dans les veines. Et donc, on essaye de travailler aujourd'hui sur des modélisations de flux pour être capable de pouvoir orienter les vaisseaux dans la meilleure position, en particulier en transplantation. Donc là, c'est un premier truc très, très préliminaire où en fait, on a comparé des malades qui avaient une thrombose au terme de la chirurgie et qui n'en avaient pas. Ça, c'est un malade qui avait une thrombose, ça, c'est un qui n'en avait pas. Et sur des malades opérés d'huile. Et donc, mes petits camarades ont été capables d'identifier des patterns et capables d'expliquer pourquoi il y avait des thrombus qui apparaissaient en fonction justement de simulations qu'ils avaient faites, qui étaient des simulations en plus qui faisaient intervenir non pas uniquement l'orientation du vaisseau, mais les vaisseaux qui existaient juste après le vaisseau qui était ici, qui faisait de la turbulence. Donc en fait, la réflexion qu'on doit avoir, c'est une réflexion très globale qui doit passer par de la simulation et voir si on coupe, si on coule là, ou si on coule là, ça ne va probablement pas donner la même chose. On est en train de travailler actuellement là-dessus. Et ça, c'est des choses un peu marrantes où justement, ils expliquent pourquoi il y a des formations de thrombus. Donc aujourd'hui, on fait de la modélisation 0D très globale, très systémique. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller faire des choses très locales autour de choses comme ça pour mieux comprendre les conséquences de nos actes et anticiper des risques de thrombose, avec évidemment une mesure d'un truc qu'on ne peut pas faire en préopératoire, c'est la mesure du shear stress, qui est quelque chose qui est très important pour pouvoir justement essayer de pouvoir prédire les thromboses portales. Alors, j'aime bien citer cette phrase de Paul Valéry qui est assez intéressante. Je trouve qu'il y a quelques années, on disait ce qui est simple est faux, mais ce qui est juste est inexploitable. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de pouvoir simplifier un peu le réel pour être capable de communiquer et de parler à peu près de la même chose. En fait, l'idée, c'est que ces jumeaux numériques-là, ils vont avoir pour objectif d'apporter des éléments qui vont peut-être justement rendre caduque ce célèbre adage parce qu'il va embrasser la totalité de la complexité du réel, quitte même à juste simuler ce qui va se passer sans savoir exactement pourquoi ça se passe comme ça à partir du moment où on a montré que nos jumeaux numériques étaient justes. Alors, au total, ces jumeaux numériques, c'est donc un référentiel numérique commun pour penser la même chose.
Et ça, c'est hyper important. Je l'ai compris il n'y a pas très, très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est au bloc opératoire, le fait d'avoir un modèle 3D qui se déforme en temps réel et que les deux gus qui sont en train d'opérer le voient en même temps, eh bien, ça veut dire qu'on réfléchit sur le même modèle. Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont faites justement parce qu'il y en a un des deux qui est paumé et donc ça crée du trouble et des erreurs. C'est une manière d'encapsuler l'expertise qui permet de prédire la complexité des malades pour améliorer le parcours de soins. Ça, c'est très important. Je pense que cette notion de complexité qui va nous permettre de pouvoir mettre le malade au bon endroit, c'est quelque chose qui va améliorer la sécurité des soins. C'est un outil de planification des hépatectomies au plan anatomique et hémodynamique, à la fois en 0D et en 3D avant la chirurgie. C'est un outil de réalité augmentée pour pouvoir optimiser le repérage échographique et la précision chirurgicale. Et donc ça, c'est ce qu'on développe dans Tounical. Au total, demain, je pense que l'objectif de tout ça, ça va être de pouvoir intégrer ces jumeaux numériques en pré, en pair et en post-opératoire pour pouvoir diminuer le nombre d'erreurs et le nombre d'événements indésirables per op. Alors ça, c'est un truc sur lequel je travaille de manière très globale dans BOPA, parce que c'est l'objectif de BOPA, c'est d'améliorer la sécurité des soins par les données du bloc opératoire. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, en pré-opératoire, on va modéliser la situation par de la communication chirurgien-patient et on a développé des outils pour pouvoir justement améliorer la communication médecin-malade. On va faire des jumeaux numériques qui se déforment et des jumeaux numériques hémodynamiques. On va travailler sur justement cette capacité à regarder la même chose. Ça, c'est en préopératoire. Ensuite, c'est les événements désirables per-op. Et là-dessus, on travaille sur quelque chose qui ressemble à une boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, en salle 3 de l'hôpital Paul-Brousse, on enregistre toutes les hépatectomies et on enregistre la chirurgie, l'anesthésie, le personnel paramédical et même la communication des gens qui causent. L'idée, c'est vraiment de se dire, on va faire des comptes rendus opératoires augmentés en essayant justement de voir si on est capable d'avoir des images extrêmement précises de ce qui se passe en péropératoire avec ce débriefing augmenté pour pouvoir évaluer la qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec CareSyntax, qui est un intégrateur de données au bloc opératoire, avec lesquels on travaille beaucoup. Donc on a donc installé ce système à Paul-Brousse, qui est donc une sorte de boîte noire, si j'ose dire, avec ces différentes caméras qui filment le champ opératoire en totalité. Donc c'est très expérimental et on regarde minute par minute ce qu'on fait au bloc. Le truc, c'est que c'est absolument pas faisable par un humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que si vous voulez regarder 15 hépatectomies minute par minute avec une opération qui dure 8 heures, il faut 4 fois le temps de l'opération. Donc, c'est une semaine de travail pour regarder précisément minute par minute ce qui se passe. Mais donc, ce n'est pas du tout faisable de manière non numérique. Donc, ça, on a déjà compris ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé parmi ces 15 hépatectomies quelles étaient les erreurs qui sont responsables d'événements désirables, parfois d'événements désirables majeurs, et on se rend compte que c'est souvent des défauts de reconnaissance. En fait, l'idée, c'est que le chirurgien ne comprend plus très bien où il est, et il y a un problème de reconnaissance, en particulier anatomique, d'où l'intérêt des jumeaux numériques péropératoires. Et donc, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des ingénieurs où on barde de capteurs des internes et des chefs de clinique pour essayer de comprendre si on est capable de voir un petit peu ce qui se passe pendant l'opération pour pouvoir identifier les moments où ça merde. Et on est même en train de regarder si on ne peut pas enregistrer avec des électroencéphalogrammes le cerveau du chirurgien pour voir si on est capable d'identifier des patterns associés à une hésitation entre la volonté de faire quelque chose et le fait de faire quelque chose. Mais évidemment, notre métier doit rester un mélange d'audace et de lucidité. Donc, je ne veux absolument pas, c'est pas moi hein, sur la photo, j'aimerais bien, mais c'est pas moi. Je ne veux absolument pas être celui qui rend cette activité extrêmement fliquée. Donc, il faut trouver la bonne méthode pour que les gens comprennent que l'objectif, c'est absolument pas de les faire chier. L'objectif, c'est de pouvoir faire des comptes rendus opératoires augmentés qui vont nous permettre de tirer profit du hasard et qui vont nous permettre, si jamais il y a un problème au post-opératoire, de pouvoir comprendre comment mieux améliorer les choses. Et j'aime bien terminer sur cette phrase de mon copain Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main plutôt qu'il nous prenne par la gorge, parce que je pense que tout ce que je vous propose là, c'est des choses qui vont apparaître et je vous remercie.